Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le débat de Nana FM. Au micro, je suis Émile Sanvi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance cruciale pour notre pays. La déclaration de politique générale du gouvernement de transition qui a reçu l'approbation des députés, alors que cette confiance est accordée au nouvel exécutif, au sein de l'opinion, l'on se demande quel est l'intérêt pour les Togolais, quelles sont donc les attentes, les espoirs et les défis qui y sont associés. Pendant 45 minutes, nous ferons le tour de la question avec le nouveau ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Isaac Siakpé. Bonjour. Bonjour, cher monsieur Sanvi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un exercice et une responsabilité qui incombe quand on est en responsabilité, celle de la pédagogie, d'expliquer le sens des orientations qui ont été données par le président de la République sous l'impulsion du chef de gouvernement. Et j'espère me prêter avec application à cet exercice en apportant davantage d'éclairage à nos concitoyens sur les attentes, en répondant que le gouvernement travaille à répondre aux attentes, aux aspirations en matière d'emploi, d'électricité, de santé, et en matière de mise sur le plan politique, mettre en place les nouvelles institutions. Alors, merci d'être là, encore une fois. Et je rappelle que vous êtes aussi conseiller du président de l'Union des forces de changement, UFC. Vous aussi, nos chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous appeler dès que l'antenne vous sera ouverte via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Et restez avec nous pour suivre notre invité sur l'action du gouvernement qui engage l'avenir de notre pays. Et c'est parti. Isaac Siakpé, une fois encore, bienvenue dans le débat de Nana FM. Je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Alors, quels sont, on va dire, vos sentiments en tant que nouveau membre du gouvernement? Sentiments qui m'ont toujours animé en étant engagé en politique, c'est de la responsabilité, d'œuvrer de concert avec les autres ministres sous l'impulsion du chef de gouvernement pour mettre en œuvre une vision, cette vision qui est inscrite dans le plan de développement et la feuille de route du chef de l'État. Sentiment de responsabilité accru parce qu'il y a une confiance qui m'a été accordée de participer à ce gouvernement, surtout que en tant que militant d'un parti, notre démarche est toujours une démarche constructive, celle de faire en sorte que quand des propositions sont faites par d'autres formations politiques, nous apportons notre contribution. Voilà ce sentiment de responsabilité et d'honneur qui m'a été fait d'apporter ma contribution à l'œuvre collective. Alors, comment votre formation politique, l'UFC, a-t-elle accueilli votre nomination? Dans le droit fil de ce que j'ai dit, fierté, honneur, responsabilité, de faire en sorte que l'Union des forces de changement, qui est dans une démarche coopérative avec le parti au pouvoir depuis 2010. C'est dans le droit fil de cette ligne de conduite, de cette ligne politique que je suis ici, donc responsabilité accrue. Aux dernières élections législatives, l'UFC n'a obtenu aucun siège à l'Assemblée nationale et pourtant vous êtes au gouvernement. Comment ça s'explique? Écoutez, c'est toujours au nom de l'accord que vous avez signé avec le parti au pouvoir? Non, je pense qu'à un moment donné, quand le président de la République, qui est le président de tous les Togolais, quand il estime qu'il y a des compétences dans le pays et que ces compétences peuvent apporter leur savoir-faire, il décide, et c'est cela, la proposition m'a été faite de participer à l'action gouvernementale pour mettre en œuvre une vision, un projet, et j'ai accepté au sein du parti, j'ai accepté, voilà. Alors, la principale mission de ce nouveau gouvernement, de ce gouvernement de transition, est de mettre en place les institutions de la République. Alors, on va dire, la question que beaucoup de Togolais se demandent en ce moment, c'est de savoir quand exactement cette mission prendra-t-elle fin? Écoutez, strictement, la Constitution adoptée, promulguée le 6 mai, prévoit 12 mois. Donc je pense qu'à partir du moment où elle a été promulguée le 6 mai 2024, au plus tard 12 mois après, les nouvelles institutions seront mises en place, seront effectives.
Vous avez vu, le premier volet a consisté en la nomination des gouverneurs. Ces gouverneurs, les conseils régionaux, vont se réunir bientôt. Suivra l'élection des sénateurs, suivra la désignation, l'élection du président du Conseil, l'élection du président de la République, la mise en place du Sénat, de la Cour de cassation, du Conseil économique et social, et à terme, selon le calendrier, l'agenda qui a été fixé, la feuille de route du gouvernement, je pense qu'au plus tard, mai 2025, toutes les institutions seront mises en place. Donc, et on basculera effectivement dans une 5e République de manière effective, avec ces institutions qui fonctionnent, et un régime parlementaire où tout le débat d'idées sera effectif. La vie politique s'organisera au sein des assemblées. La première, l'Assemblée, le Sénat, le Parlement, ensuite dans les collectivités locales, notamment les régions, le conseil de région, les conseils municipaux, déjà, ce qui est effectif. Alors, vous pensez que le délai dont vous disposez est largement suffisant pour mettre en place ces institutions-là, d'ici à mai 2025? Écoutez, on verra. Vous voyez déjà, les gouvernants ont été désignés. Le gouvernement est conscient qu'il faut, le président de la République est conscient qu'il y a un agenda, une feuille de route, un agenda précis pour y arriver. Des périodes, des séquences ont été déjà établies. Et donc, la prochaine étape, c'est les conseils régionaux et on aura le Sénat. Donc, je pense, sans être optimiste, que le gouvernement a conscience d'un agenda et nous ferons tout pour le respecter, pour parvenir à ce que les 12 mois de cette transition soient effectifs. Alors on en vient maintenant au premier conseil des ministres. Vendredi dernier, le chef de l'État a présidé bien évidemment le premier conseil des ministres du gouvernement de transition, et au titre des décrets, il a nommé 5 gouverneurs de région. Quel est leur intérêt en réalité pour les Togolais? Beaucoup se posent la question. Écoutez, le gouverneur, il assure d'abord la présence effective du gouvernement dans sa région, des pouvoirs publics. Donc, il est chargé de coordonner les politiques publiques dans la région. Le gouverneur, c'est un peu le chef de la région, c'est vraiment le chef de la région. Il est là pour assurer le contrôle de la légalité des actes posés par les conseils régionaux. Donc, si vous voulez, dans un microcosme, pour utiliser cette expression, dans le microcosme régional, le gouverneur est un peu le chef de la région. Donc, c'est dans le cadre un peu de la décentralisation, mais c'est beaucoup plus, le gouverneur, lui, il a le rôle, effectivement, d'assurer, de coordonner l'action publique, de s'assurer que les politiques mises en place sont conformes à la mission assignée par le gouvernement. Alors, on va dire, la région centrale n'a pas de gouverneur. Pourquoi? C'est en cours d'évaluation par le chef de l'État et je pense que dans les semaines, les jours à venir, un gouverneur sera désigné pour la région centrale. Alors, Acha Dedi Afo est un civil. Il est nommé gouverneur de la région des Savanes, une région, on va dire, une zone en proie au terrorisme. Alors, est-ce que le gouvernement mesure la gravité de la situation sécuritaire dans cette zone-là? C'est même au nombre des priorités, puisque tant que vous n'avez pas de sécurité et de stabilité, vous ne pouvez pas assurer le développement. Et le président de la République, la chef de gouvernement, sont essentiellement focalisés pour l'action essentiellement focalisée pour défendre le territoire, surtout dans la zone des savanes. Et donc, c'est pour ça qu'une partie importante du budget a été consacrée en 2023, si ma mémoire est bonne, notamment 230 milliards pour le programme PUR, celui de la résilience et d'intervention auprès des communautés et de la sécurité. Et vous avez aussi toute une démarche pour améliorer le matériel des forces de défense et de sécurité. Et je pense que la sécurité, le volet sécuritaire, le volet défense du territoire et maintien de l'intégrité territoriale est au nombre des 2 priorités, des quelques priorités, pas 2, mais des quelques priorités
du président de la République. Et constamment, il fait des visites sur le terrain dans la zone pour voir comment le moral des troupes, la manière dont les forces de défense et de sécurité sont équipées pour protéger, parce que si nous n'avons pas la sécurité, si nos frontières ne sont pas sécurisées, nous ne pouvons pas assurer le développement, répondre aux attentes de nos concitoyens. Attentes de concitoyens qui sont aussi très grandes en matière d'eau, d'électricité, en matière d'emploi des jeunes. Donc, le volet sécuritaire est au nombre des priorités du gouvernement. Et pour certains se posent la question de savoir pourquoi pas un général à la tête de cette région, dans le nord. Monsieur Acha Dedi Defo est un homme très expérimenté. Vous avez un gouverneur de région militaire aussi, de la région militaire, qui est aussi expérimenté. Donc je pense que c'est un choix judicieux qui a été fait pour cette région, parce que c'est un homme d'expérience, un homme qui connaît très bien la région. En alliant à la fois des compétences civiles et militaires, on pourra endiguer ce fléau du terrorisme qui fait beaucoup de mal dans toute la sous-région. Alors, la déclaration de politique générale indique que les capacités opérationnelles des forces de l'ordre et de sécurité ont été renforcées, mais les attaques terroristes font toujours d'importants dégâts dans les rangs de nos soldats. Pourquoi? Comment ça s'explique? Écoutez, il faut d'abord saluer la mémoire de toutes les personnes qui sont mortes en défendant le territoire national, et je sais que le chef de l'État est attaché à accompagner ses familles et pleurer endeuillés. Voici des gens qui ont consacré leur mission à nous protéger. Et donc nous les saluons, nous encourageons toutes les personnes aujourd'hui qui sont au front pour nous protéger. Et je pense que c'est une question très transversale. Nous sommes confrontés à une guerre asymétrique où l'ennemi peut surgir à n'importe quel moment, malgré toutes les mesures de protection, de défense modernes. Il s'agit donc, mais on n'est pas à l'abri d'attaque. N'empêche, quand vous comparez avec ce qui se passe dans d'autres pays, je pense que le Togo est quand même à l'abri. Nous réussissons quand même bien à protéger notre espace, puisqu'il n'y a aucune implantation de ces terroristes sur le territoire national. Vous avez des tentatives d'incursion, mais qui sont parfois vite repoussées, ils sortent du territoire. Mais vous n'avez pas d'implantation, vous n'avez pas de zone où ils sont véritablement implantés. Et c'est déjà une indication de la vaillance de nos forces de sécurité. C'est aussi une indication de notre capacité à agir et à réagir. Alors, ce qu'a dit le président de la République la fois dernière, il ne s'agit plus simplement d'être dans une démarche de défense. On est en matière, comme nous sommes en matière de sécurité et de stratégie, beaucoup de choses sont en train de penser, de faire en sorte que nous puissions répondre de manière, pas simplement que la réaction soit proportionnelle d'égale intensité, voire supérieure à la réaction. Parce que quand vous avez un adversaire qui vous enquiquine souvent, passez-moi l'expression, excusez-moi cette expression, il faut agir en sorte que cet adversaire apprécie votre qualité à réagir et qu'il ne vienne plus vous provoquer. Donc toute la stratégie, la réflexion est en cours actuellement pour garantir une totale stabilité, une inviolabilité de notre territoire. Oui, justement, la sécurité, la stabilité et la paix sont en bonne place dans la politique générale du nouveau gouvernement. De quoi il est question en réalité? Écoutez, c'est améliorer les capacités d'action des forces de défense et de sécurité. C'est d'agir auprès des populations qui sont confrontées à ces attaques, à ces instabilités, à travers le projet PURS. C'est de faire en sorte qu'on procure de l'emploi aux jeunes et pour les empêcher d'être les communautés qui sont un peu perturbées par ça. Donc il y a une attention toute particulière qui est portée à ces communautés qui sont confrontées à ces difficultés liées à une guerre asymétrique.
Alors, dans la même déclaration de politique générale, on parle de la satisfaction des besoins sociaux de base, tels que la qualité des soins de santé, l'éducation, l'eau potable ou encore l'électricité. D'abord, sur le plan de la santé, à quand l'effectivité de l'assurance maladie universelle pour tous les Togolais? C'est en cours, et si ma mémoire est bonne, beaucoup des cartes ont commencé par être délivrées à nos concitoyens. Et je pense qu'un certain nombre de cartes aussi sont en cours pour être délivrées à tous les concitoyens. Depuis le 1er janvier 2024, elle est effective, non seulement chez les agents du secteur public, mais là il s'agit de faire en sorte que les agents du secteur privé aussi rentrent complètement dans cette dynamique. Donc nous avons commencé, et l'une des missions du gouvernement au nombre des priorités sur le volet santé, sur le volet couverture universelle, il s'agit d'accélérer ce processus à la fois de la délivrance des cartes aux assurés. Il s'agit de rendre effectif aussi, d'accroître le panier de soins pour les acteurs du secteur informel. Donc ça fait partie des missions prioritaires qui ont été assignées aux membres du gouvernement, surtout aux ministres en charge de ce volet. Je rappelle que l'assurance maladie universelle, c'est un principe de solidarité à l'égard des personnes qui n'ont pas la capacité. Donc, ça impose que peut-être certains cotisent un peu plus pour aider les autres. Donc, il faut comprendre dans cet état d'esprit de la solidarité à l'égard de gens peut-être du secteur d'employés du secteur informel qui ont un niveau de cotisation peut-être un peu plus faible. Mais c'est en cours, c'est effectif. Aujourd'hui, le constat, c'est que l'informel est un peu le parent pauvre de cette couverture sociale. C'est pour ça, je vous l'assurer qu'on est en train de mettre en place, je pense que bientôt, un panier de soins pour tous les agents du secteur informel. C'est ça le principe même de la solidarité, de l'assurance médicale universelle. C'est de faire en sorte que toute personne vivant sur le territoire togolais puisse bénéficier de soins quand cela est nécessaire. Alors, en ce qui concerne l'éducation, la suppression des frais de scolarité facilite certes un accès massif des enfants à l'école, mais pose en même temps un réel problème d'effectifs. Comment le gouvernement pense régler ce problème de surcroît d'effectifs dans les salles de classe, surtout dans les établissements publics, les établissements scolaires publics? Alors, c'est pour ça que tout un volet de construction de classes est en cours, de nouvelles classes, pour réduire les effectifs, pour les faire passer d'une 80aine à une 60aine environ. C'est ce qui est en cours. Et là, vous verrez que dans la plupart, tout le gouvernement a reçu mission pour la rentrée à venir. Beaucoup de nouvelles salles de classe sont en train d'être construites pour réduire les effectifs dans les salles de classe. Donc c'est au nombre des priorités actuellement. Je pense qu'il y a dans la région, aussi bien dans la région maritime que dans la région savane, des classes sont en train d'être construites et les accueilleront de nouveaux élèves. Nous n'aurons plus des effectifs trop importants dans les salles de classe. Les effectifs pléthoriques, ça agit sur la performance des enfants à l'école. Alors, vous voyez par exemple dans le cadre de certains points de la feuille de route, dénote par exemple accroître la capacité d'accueil, mais fournir de l'enseignement de qualité. Donc, ces deux volets font que le gouvernement a pour mission d'assurer aussi bien dans les écoles de l'enseignement primaire et secondaire, de faire en sorte que les salles de classe, les conditions de travail soient améliorées pour fournir un enseignement de qualité. Donc là, c'est en cours, aussi bien dans l'enseignement primaire, secondaire que dans l'enseignement technique, dont je suis en charge. Et on construit des salles de classe, on s'efforce de fournir du matériel, d'équiper ces salles de classe pour fournir un enseignement de qualité, une formation de qualité, et que les apprentis qui seront, ou les personnes qui seront formées et qui iront sur le marché de l'emploi soient compétents, et disposent de compétences adéquates
en adéquation avec l'offre, le marché de l'emploi. Alors, parlez-nous justement de votre portefeuille en tant que ministre de l'enseignement technique. Quelle est la mission qui vous est assignée au sein de ce nouveau gouvernement? Écoutez, la mission qui m'est assignée, c'est celle de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Vous savez que plus de 50% de nos jeunes aujourd'hui, la population, il y a plus de 50% de la population à moins de 25 ans. Tout le monde ne peut pas faire l'enseignement, aller dans l'enseignement général. Donc il s'agit de de faire en sorte que, au terme de la formation professionnelle, que des gens qui soient bien formés, outillés pour l'emploi. Donc nous avons mis en place beaucoup de centres de formation professionnelle, des centres d'apprentissage. Le volet alternance est en cours, c'est-à-dire un moment où les élèves sont en entreprise et sont à l'école pour apprendre. Donc, puisque la mission est de faire en sorte que l'emploi des jeunes est au cœur de la politique du président de la République, donc nous faisons en sorte que accentuer la formation professionnelle, donc ne plus laisser des jeunes qui sont uniquement dans l'enseignement général, donc fournir des gens compétents, bien formés pour nos entreprises, pour les usines, voilà. Alors, Monsieur le Ministre, nous allons marquer une courte pause et juste après, l'antenne sera à vous, chers auditeurs et auditrices, pour vous exprimer, poser des questions à notre invité via le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À tout de suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous recevons aujourd'hui le ministre des Enseignements, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Et nous évoquons donc les attentes, les espoirs et les défis qui sont associés au programme de politique générale du gouvernement. À présent, l'antenne est à vous. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions à notre invité au travers du 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avons-nous le premier auditeur en ligne? On le prend. Nana FM, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Sandy. Oui, monsieur Michel. Oui. Bienvenue dans le débat. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Michel. Ma première question, monsieur le ministre, c'est de lui demander, étant de l'UFC et venant au gouvernement de l'Union, est-ce qu'il fera la volonté de l'Union ou bien il fera la volonté de l'UFC? Et donc, faut-il ne pas dire que l'UFC égale à l'Union maintenant? Maintenant, je poursuis. Quand vous prenez la déclaration générale du gouvernement de B1 et de Classou, en venant sur le cas actuel, je crois que nous ne allons pas la face. Il n'y a pas de différence. C'est toujours la même chose. Et donc, je crois que nous finissons avec tout le temps avec ça. Il faut quitter les idées et aller vers les faits, les actes. Et ce que moi je demanderai à M. le ministre, ceux que vos professeurs n'avaient pas les moyens, ça c'est vrai. On ne peut pas faire la formation professionnelle sans moyens. Il faut forcément des équipements. Ce monsieur fait vraiment donner, fait battu, il fait débrouiller. Mais seulement qu'il n'y a pas vraiment aidé à développer le secteur. C'est qu'il dit. Comment il compte pourtant se prendre pour arracher ne serait que équiper les CPT, équiper les QCT, parce que c'est là. Même les CFMI dont on parle ne disposent pas de certains matériels adéquats pour la formation de nos apprenants. Par contre, on ne peut pas déclarer des choses dans l'idée, mais c'est bien la réalité. Pour finir, il a apprécié plutôt le gouverneur de Savane. Moi, je m'étonne. Là où il y a la guerre, ce n'est pas un civil qui doit régler le problème. Nous ne voyons pas la face. On ne peut pas laisser les militaires à l'intérieur du pays et à une civile sur le front. Il a dit que le président se même qui va là-bas pour remonter le moral. Non aussi. Ce n'est pas une question de morale. Il faut équiper le tout.
C'est qu'on avons bien ployé nos militaires que lorsqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des drones qui peuvent surveiller l'espace sur des centaines de kilomètres. Non. Moi, je dis, il faut vraiment qu'on change les choses. Merci. Mettre les gens, parce que nous sommes dans un régime militariste civil. On vous a largement compris, Michel. Vous allez permettre à d'autres auditeurs également d'entrer en ligne. Nana FM, allô, nous prenons le prochain auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Oui, c'est monsieur Pélé. Pélé, bienvenue dans le débat. Bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Oui. Je pense que vous êtes dans le gouvernement qui est dans la transition pour aller à la qualité de politique. Je pense que ce tous nous fait confirmer que l'accord RCP existe, parce que ce procès toujours révélé par les faits. Ce que je voudrais dire comme conseil, il ne faut pas appeler à le porte-parole du gouvernement, mais de toute cette stratégie et cette technique, surtout si c'est quelqu'un qui le fait fédéral, parce que c'est l'éducation. Donc il faut s'appeler à ce qui préoccupe la population. Il ne faut pas être le porte-parole du gouvernement. Ce que je voudrais poser comme question aujourd'hui, quand nous voyons l'UFC de 2007 avec des 7 sièges, 2013, 3 sièges, 2018, 7 sièges, et retombé en 2024, 0 sièges. Comment vous trouvez le site d'aujourd'hui? Merci. Merci Pélé. Nous allons prendre le prochain auditeur qui se signale. Nana FM, allô, bonjour. Allô? Bonjour Max. Oui, bonjour. Bienvenue dans le débat. Oui, bonjour. Bonjour, Max. Oui, je pense que M. Tiapé doit être un historien, si je me trompe. Entre autres. Tout à l'heure, il a dit que l'élection des sénateurs ou le chef de gouvernement, selon la Constitution, la nouvelle, va désigner le tiers des membres, il va se faire. Alors que ce sont les deux chambres, les sénateurs et les députés, qui doivent choisir le chef du Conseil des ministres. Je me demande comment cela va-t-il se faire quand le chef du Conseil des ministres n'est pas encore désigné et il va désigner le tiers des sénateurs. Deuxièmement, donc, excusez-moi. Max, est-ce que vous nous avez bien suivi? Allô? Oui, oui. Max, est-ce que vous avez bien suivi? Monsieur Tiapé ne l'a pas dit, hein, tel que vous nous le renvoyez. S'il plaît. Oui, Je allô? ne dis pas que c'est M. Tiapé qui l'a dit. D'accord. D'accord. C'est écrit dans la nouvelle constitution. D'accord, oui, oui. Donc c'est une équation que je me demande comment elle sera résolue, parce qu'elle ressemble beaucoup à celle de l'œuf et de la poule qui est résolue jusqu'à ce jour, de savoir qui est venu en premier. Donc, deuxième question, Oui, sur ce premier volet de la question, Max, excusez-moi, sur ce premier volet de la question. Allô? Oui, allô? Oui. Est-ce que vous pouvez reformuler la question pour qu'elle soit beaucoup plus facile à comprendre pour nous? Bon, et pour résumer et reformuler la question, oui. Comment est-ce que le chef de gouvernement, qui n'est pas encore, qui sera élu par les sénateurs et les députés, comment est-ce qu'il pourra désigner 13 sénateurs? C'est un peu compliqué. C'est des dispositions. Je ne sais pas.
si vous me comprenez. D'accord. Je peux continuer? Oui, continuez, monsieur Tiakwe va tenter de répondre à cette question-là. Ok, d'accord. C'est pourquoi je disais que c'est une équation. Maintenant, les gouverneurs sont sous la supervision du ministre de l'Intérieur. Et eux-mêmes supervisent la région où ils sont désignés. Bon, dans ces régions, entre un préfet et un gouverneur, qui décide? Merci, bonne journée. Merci, Max. Entre préfet et gouverneur. Alors, nous prenons le prochain auditeur d'Nana FM. Allô, bonjour. Bonjour à tous et bien tous honneurs. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Papa Sibiti. Merci, donc vous me connaissez. Papa Sibiti, bienvenue dans le débat. Bonjour, monsieur le directeur Norbert. Vous savez, Ce matin, c'est Émile. La guerre des politiques, c'est parti, c'est pas mon problème, c'est la paix. Que vous soyez ANC et IFC et UNIS, œuvrez pour la paix, c'est le devenir de tous les Togolais, l'amélioration des conditions vitales des Togolais. Je voudrais vous prier d'aller dire à notre président, je dis notre président, la chose de l'Union, Mornia Toubé, et son premier ministre, le ministre Koukourkou, et tout, de tout faire, les fonctionnaires, les retraités. Cherchez quelque chose pour nous, les jeunes, les chômeurs, les commerçants, pour que nous applaudissions à ce qu'il fait, à que les sénateurs, les quoi, c'est pas ça qu'on mange. Oui, Papa Sibiti, si vous demandez au chef de l'État de faire quelque chose pour vous, à quoi est-ce que vous faites allusion concrètement? Vous-même, vous ne connaissez pas. Là, vous êtes, si vous devez gagner 1 million, on vous donne 100 millions, vous donne 1 million. Est-ce que vous allez chercher à savoir le président Paul il va faire 1000 ans? Ce n'est pas votre problème. Qui nous donne ce que nous voulons? Nous voulons qu'il améliore nos conditions vitales. Tous les Togolais dont il a la charge. Et que le premier ministre là, n'a pas venu nous faire notre animaux pour que nous soyons à l'aise. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, c'est la commission que je vous fais pour notre cher président de la République. Merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti. On va prendre un autre auditeur. Oui, Nana FM, allô, bonjour. Bonjour, c'est ici. Madame Essie, bienvenue dans le débat. Voilà. Aujourd'hui. Vous avez une question à notre invité, le ministre Isiak Tiakwe. Vous avez une question au ministre? Oui, une question. Monsieur Tiakwe, il sait bien, c'est un historien, je crois, non? Bon. Il sait bien que tout ce qu'il dit, rien, c'est la même chose dans une dictature. Voilà, il le sait très bien. Et maintenant, comment il comprend que une constitution... Madame Essie, je me permettrai de vous dire que, allez revoir, c'est quoi une dictature? Il y a des espaces de liberté dans notre pays. Je me permets de dire que... Non, mais certifier les gens refusent de lire les textes dans la Constitution. C'est votre... d'alterner tous les 5 ans. Madame Essie, oui, Madame Essie, est-ce que vous avez une préoccupation, particulière à exprimer à notre invité? Je veux lui dire que, est-ce qu'on collabore avec une dictature? La dictature, c'est quand tu dépasses un mandat. Non. Tu dépasses un mandat, tu n'es pas le chef de la République. Les mots ont un sens. Tu en crées pour soi, et puis tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Tout le reste, machin. Est-ce qu'on en a besoin dans cette République du Congo qui n'a jamais connu d'alternance ou de démocratie? Madame, est-ce qu'on en a besoin pour que vous alliez collaborer avec? C'est ce qu'on va faire. Madame Essie. Madame Essie, vous voyez, même le fait que vous soyez en antenne, la virulence de vos propos, de vos opinions en s'exprimant, c'est la preuve même que nous ne sommes pas en dictature.
Vous savez, nous sommes en démocratie, on n'a jamais alterné. Déjà, l'une des manifestations, oui, mais c'est un des mots, l'une des manifestations. Alors, je pense que on va... Non, mais on va pas faire... Mais on va passer à notre auditeur. Madame Messi, on vous a largement compris sur votre position. Merci d'être intervenu dans ce débat. Nous allons revenir tout à l'heure sur ces différentes préoccupations. Vous aurez la parole pour répondre. Avons-nous un dernier auditeur? Nous allons le prendre. FM, allô, bonjour. Bonjour, c'est Armand. Armand, bienvenue dans le débat de Nana FM. Bienvenue. Je vais essayer d'aller vraiment. Ce qui me préoccupe, moi, c'est la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous constatons vraiment que l'enseignement général a atteint un niveau qui plafonne un peu. Avec l'ETIPAD, on a eu... Armand? Il est parti. Alors, nous allons mettre un terme aux appels et répondre rapidement aux préoccupations de nos auditeurs, en commençant par celle de Papa Sibiti qui vous demande de dire au chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de tous les Togolais. C'est un message qu'il vous demande de transmettre au chef de l'État. Je vous dirais que le premier conseil des ministres auquel j'ai participé, le chef de l'État, dans son premier mot, a demandé à tous les ministres d'être davantage attentifs aux attentes des populations. Il a cité, entre autres, la question de l'électricité, les questions parfois d'inondation. Il a demandé aux ministres d'être humbles, d'être proches des populations. J'ai été particulièrement... je cherche le mot, ému par le ton les accents de sincérité, les accents de franchise qui se dégageaient, et de ces propos où on voit à l'évidence, s'il pouvait avoir des regards extérieurs à ce conseil, vous verrez que le chef de l'État est particulièrement attentif aux attentes. Et il a même demander à tous ses collaborateurs, les ministres, de ne pas être en position d'être isolé des populations. Et c'est de dire qu'il est attentif. Nous avons des contraintes budgétaires. C'est pour ça d'ailleurs que le volet social, une part importante du budget est consacrée au volet social, à la solidarité. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi j'ai accepté de participer à ce gouvernement, parce que la solidarité est au cœur de nos politiques, parce que nous sommes dans une démarche constructive et parce que agir pour le pays, ce n'est pas simplement une question d'idéologie ou d'appartenance à une chapelle politique. J'essaie de répondre déjà à la question de Michel et celle de Pelé. Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas ministre UFC ou UNIR, mais je suis au gouvernement au service de la République, au service de programmes, au service d'un chef de l'État, d'un homme qui a un projet décliné dans une feuille de route, un projet qui vise à améliorer les conditions de vie, fournir de l'eau et l'électricité en fonction de nos contraintes budgétaires. Nous ne sommes pas un pays qui a du pétrole, du gaz ou du diamant, mais nous sommes un pays avec des hommes de très bonne qualité. Et nous essayons d'améliorer des routes, les infrastructures. Nous essayons, vous voyez par exemple sur le volet de l'assurance maladie, des choses sont en train d'être faites. Donc, il est attentif, il nous a recommandé de ne pas vivre dans des tours d'ivoire et d'aller constamment sur le terrain pour écouter nos populations et de traduire en action et en mesures concrètes la politique du gouvernement. Alors, on va en venir à la question de Max. Il voudrait savoir quel est, entre le préfet et le gouverneur, qui décide, y a-t-il un conflit de compétences? Non, il n'y a pas de conflit de compétences. Le gouverneur, c'est le chef de la région. Le gouverneur est vraiment le chef de la région. Donc, autant le préfet est pour
ce que le préfet est celui qui contrôle la légalité des actes des conseils municipaux, le gouverneur est celui qui contrôle la légalité des actes émis par les conseils régionaux. Mais bon, le gouverneur représente directement l'État au niveau de la région. Donc vous avez la région, la préfecture, les conseils municipaux. Donc voilà un peu dans cette hiérarchie un peu administrative. Mais ce sont tous des structures qui travaillent de concert pour améliorer les conditions de vie, les politiques de développement, les politiques d'emploi, les politiques de construction des routes, des écoles. Donc toutes ces institutions sont chargées de mettre en œuvre dans leurs domaines respectifs au niveau de la région, au niveau de la préfecture, au niveau du local, du conseil municipal, les politiques publiques, à la fois les orientations du gouvernement et parfois des orientations décidées par des instances qui ont été élues. Voilà un peu comment ça s'organise au niveau de la région, au niveau de la préfecture et au niveau local. Je en profite très rapidement. C'est la deuxième question de Max. Ah oui. Alors, c'est les deux chambres en réalité. Non, mais le cadre, en fait, le cadre institutionnel est fixé par la Constitution elle-même, puisque nous sommes dans une période transitoire qui court pendant les 12 mois et qui fait que les conseils régionaux, les exécutifs vont se mettre en place bientôt. Les sénateurs vont être élus. Le président de la République désignera les sénateurs. Ces sénateurs seront désignés et ainsi, on aura après la désignation du président du conseil et nous aurions après la désignation, l'élection du président de la République. Donc, dans cette séquence qui est bien balisée institutionnellement, nous avons les conseils, les études des conseils régionaux qui vont se mettre, les gouverneurs ont été désignés, les conseils régionaux vont se mettre en place, les sénateurs vont être élus pour les 2/3 par les deux chambres, par le Congrès, c'est-à-dire le Parlement plutôt, qui réunit les deux chambres, enfin, pas les deux chambres, oui, qui réunit les deux chambres. Et ces sénateurs, quand ils vont réunir le président de l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Les deux chambres. Mais d'abord, les sénateurs seront élus par, une partie sera élue par les conseils régionaux et l'autre partie désignée par le président de la République. Voilà comment ça va se faire. Alors, Michel voudrait savoir... Oui, la séquence est très très claire. Alors, allez-vous faire la volonté d'unir de l'UFC au gouvernement? C'est la question de Michel. Non, mais la question n'est pas... La question, elle n'est plus... Vous voyez, il faut désidéologiser les questions politiques dans notre pays. Fournir de l'eau et l'électricité à nos concitoyens, ce n'est pas une question unir, une question RPT. Les politiques aujourd'hui, c'est clair, les objectifs, c'est de réduire la misère et la pauvreté, c'est de faire en sorte que les femmes, nos femmes dans les régions puissent, quand elles veulent mettre des enfants au monde, qu'elles aient accès à des soins, que les conditions sanitaires soient bonnes. Et là, il ne s'agit pas d'être progrès, applaudé, de se référer à un passé, d'être... Non, il s'agit simplement de réduire la misère et la pauvreté, comme je dis, dans un contexte, dans un environnement budgétaire qui peut être difficile pour la plupart des pays. Donc la question, c'est la République, toutes les compétences, tant qu'elles peuvent apporter leur contribution à ces objectifs-là, qui sont des objectifs apolitiques, celle de, je l'insiste encore, la misère, la pauvreté. Voilà les défis auxquels, c'est pour ça, être un libéral, un socialiste, dans nos pays, ça n'a pas de sens. Dans les pays africains, ça n'a pas de sens. Alors, la dernière question de Michel, pour boucler, comment comptez-vous vous battre pour avoir de quoi assurer une bonne formation professionnelle au Togolais? Ben, voilà, c'est au cœur même, c'est-à-dire c'est au cœur de la politique du gouvernement. Celle de faire en sorte que, au sortir de l'école, les jeunes aient des compétences pour trouver un emploi. Donc, c'est de faire en sorte que, de diversifier les offres de formation. Donc, c'est pour ça que le volet important, l'accent a été mis sur la formation professionnelle,
l'accent est mis sur la diversification des offres de formation. Et donc, nous voulons faire en sorte qu'au sortir de l'école en général, que plus de environ 80% des jeunes trouvent un emploi, et surtout que tous les jeunes qui sortent du secondaire aient un emploi. Donc, ça passe par une diversification de l'offre, avoir des formations qualifiantes, et c'est ça l'objet essentiellement de l'enseignement technique, et ce qui est au cœur de l'action gouvernementale. Merci à vous, Isaac Kiapé. Vous êtes le nouveau ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et vous êtes conseiller du président de l'Union des forces de changement, UFC. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à propos de la déclaration de politique générale du gouvernement de transition. Cette émission est à réécouter à volonté sur nos réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube officielle de Nana FM. Merci à Stan Teko pour la complicité technique. Moi, je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio.